Mon fils m'a envoyé en croisière pour me reposer, mais en rentrant chez moi avant d'embarquer, j'ai entendu que le billet n'était qu'un aller simple. Alors j'ai pensé, très bien, si c'est ce que tu veux. Mais tu vas le regretter. Je m'appelle Robert. J'ai 64 ans. Et le jour où mon fils Michael m'a offert une croisière pour me détendre, j'aurais dû savoir que quelque chose de terrible se cachait derrière ce sourire. Mais quand je suis rentré à la maison pour chercher mes médicaments pour la tension que j'avais oubliée, j'ai entendu Michael parler au téléphone avec sa femme, Claire. Les mots qui sortaient de sa bouche m'ont glacé le sang. Ne t'inquiète pas, chérie. C'est un billet aller simple. Quand il sera en mer, il sera facile de faire passer ça pour un accident. Personne ne soupçonnera un vieil homme qui est simplement tombé par-dessus bord. À ce moment-là, debout derrière la porte de ma propre maison, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pensé, si c'est comme ça que tu le veux, mon cher fils, alors sois. Mais tu vas le regretter au triple. Parce que mon fils unique, le garçon que j'ai élevé avec tant d'amour, venait de commettre la pire erreur de sa vie. Si Michael pensait que son père était un vieil homme sans défense, il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Un homme de mon âge qui s'est battu toute sa vie, qui a élevé des enfants, perdu sa femme, survécu aux trahisons et aux déceptions, n'abandonne pas facilement. S'il voulait jouer un sale jeu, j'allais lui montrer comment on s'y prend vraiment. Mais d'abord, je devais comprendre pourquoi mon propre fils voulait me voir mort. Tout avait commencé 3 jours plus tôt. Quand Michael est arrivé chez moi avec ce sourire radieux que je n'avais pas vu depuis des années, il tenait une enveloppe dorée dans ses mains, du genre de celles qu'utilisent les agences de voyage de luxe. « Papa » m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras avec une étrange euphorie. « J'ai une merveilleuse surprise pour toi. Tu as travaillé si dur toute ta vie, sacrifié tant de choses pour nous, que Claire et moi avons décidé de t'offrir un cadeau spécial. » Quand j'ai ouvert l'enveloppe et vu les billets de croisière, mes yeux se sont remplis de larmes. Une croisière dans les Caraïbes, 7 jours à naviguer sur des eaux cristallines, à visiter des îles paradisiaques comme les Bahamas et les îles turques et caïques. C'était le voyage de mes rêves, celui que j'avais toujours reporté parce que l'argent était nécessaire pour autre chose. L'éducation de Michael, les dépenses de la maison, les urgences familiales. Mon fils, ça a dû coûter une fortune, ai-je dit en regardant les billets de première classe. Papa, ton bonheur n'a pas de prix, a répondu Michael avec cette voix douce qui a toujours fait fondre mon cœur. Tu mérites ça et bien plus encore. De plus, tu as besoin de te détendre, de t'éloigner du stress de la ville, de respirer l'air pur de la mer. En 64 ans de vie, j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Et quelque chose dans la façon dont Michael me regardait, quelque chose dans la façon dont ses yeux ne croisaient pas les miens, me disait qu'il y avait plus que ce qu'il était prêt à dire. Mais c'était mon fils unique, le bébé que j'avais porté dans mes bras des nuits entières quand il avait de la fièvre, le garçon à qui j'avais appris à marcher, l'adolescent que j'avais soutenu dans chaque décision importante de sa vie. Quand est-ce que je pars, ai-je demandé, feignant une émotion que je ne ressentais plus complètement. Après-demain. Papa, tout est déjà arrangé. Tu as juste besoin d'arriver au port avec tes bagages. Claire s'est occupée de tous les détails. Cette nuit-là, en faisant ma valise, je n'arrivais pas à me défaire d'un sentiment étrange. Michael avait été très distant ces derniers mois, me rendant moins visite, m'appelant à peine, et soudain, ce cadeau généreux et inattendu. J'en ai conclu que c'était ma paranoïa de vieil homme qui me faisait douter des bonnes intentions de mon fils. Après tout, peut-être avait-il vraiment réalisé tout ce que j'avais sacrifié pour lui, et voulait enfin me rendre une partie de cette générosité. Le jour du départ, je me suis levé tôt, j'ai fini de préparer mes affaires, et au moment de partir, j'ai réalisé que j'avais oublié mes médicaments pour la tension dans l'armoire de la salle de bain. Je suis retourné à la maison, j'ai ouvert la porte doucement pour ne pas faire de bruit, et c'est là que j'ai entendu la voix de Michael au téléphone dans le salon. Oui, Claire. Il est déjà parti pour le port. Non, il ne se doute de rien. Le plan se déroule parfaitement. Sa voix était froide, calculatrice, complètement différente de la voix attentionnée qu'il utilisait avec moi. Je suis resté immobile derrière la porte, sentant le sol s'ouvrir sous mes pieds. L'assurance vie de papa est de $200 000, a poursuivi Michael. Et avec l'héritage de la maison, c'est au moins $300 000 de plus. Assez pour payer toutes mes dettes et recommencer à zéro. Mon cœur s'est arrêté. Mon propre fils parlait de ma mort comme d'une affaire, une transaction froide et calculée. Ne t'inquiète pas, chérie. Un homme de son âge, en mer.
Ces choses arrivent. Personne ne posera de questions gênantes et nous serons les parfaits endeuillés. Les enfants dévastés par la perte. Des larmes coulaient sur mon visage, mais pas de tristesse. C'était un mélange de colère, de déception et d'une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais élevé un monstre, et que si je voulais survivre, je devais être plus malin que lui. Je suis sorti de la maison en silence, faisant comme si je n'avais rien entendu. Mais mon esprit tournait déjà à plein régime. Je devais me rendre au port. Je devais monter à bord de ce navire. Mais maintenant, je savais que chaque pas que je faisais me rapprochait du danger. Pendant tout le trajet en taxi, en regardant les rues de ma ville défiler par la fenêtre, je n'arrêtais pas de me demander comment on en était arrivé là. Moi, Robert Sullivan, j'avais consacré toute ma vie à être le père parfait. Je me suis marié jeune, à 20 ans, avec la mère de Michael. J'ai travaillé comme comptable dans un petit cabinet pendant 15 ans, économisant chaque centime que je gagnais pour offrir à ma famille la meilleure vie possible. Quand ma femme est morte d'un cancer, Michael n'avait que 12 ans, et j'ai décidé que la seule priorité de ma vie serait de m'assurer qu'il ait tout ce dont il avait besoin. J'ai quitté mon travail pour m'occuper de lui à plein temps. J'ai vendu ma voiture, mis en gage ma collection de montres, utilisé toutes mes économies pour lui payer l'université la plus chère de la ville, l'université de Columbia. Pendant que d'autres pères de mon âge sortaient avec des amis, voyageaient, s'amusaient, je restais à la maison à faire des travaux de comptabilité en freelance pour avoir de l'argent supplémentaire pour les dépenses de Michael. Je ne me suis jamais plaint, je ne lui ai jamais rien reproché. Je pensais que j'élevais un homme bon, quelqu'un qui apprécierait tout ce que son père avait fait pour lui. Quelle naïveté! Quand Michael a épousé Claire il y a 5 ans, j'étais si heureux. Je pensais que j'aurais enfin la famille dont j'avais toujours rêvé, que j'aurais une belle-fille, des petits-enfants, des réunions de famille pleines d'amour. Mais Claire ne m'a jamais aimé. Dès le premier jour, j'ai vu dans ses yeux le mépris que certaines femmes ressentent pour leur beau-père, comme si j'étais une nuisance dans leur mariage parfait. Et Michael, mon cher Michael, a commencé à changer. Les visites sont devenues moins fréquentes, les appels plus courts, les excuses plus élaborées. Quand je lui posais des questions sur son travail, il me donnait des réponses vagues. Quand je lui demandais ses projets, il changeait de sujet. Maintenant, assis à l'arrière de ce taxi, je comprenais qu'il y avait eu des signes partout, et que j'avais choisi de les ignorer. Comme cette fois, il y a 6 mois, où je suis arrivé chez lui à l'improviste et j'ai trouvé Michael en pleine dispute au téléphone à propos d'argent. Il est devenu nerveux en me voyant, a raccroché rapidement et m'a dit que c'était un petit problème au travail. Ou comme la fois où j'ai entendu Claire dire à une amie que si son beau-père n'habitait pas si près, ils auraient plus d'espace. Quand j'en ai parlé à Michael, il m'a dit que j'avais mal compris, que Claire m'appréciait vraiment. Mais que parfois, les femmes disaient des choses qu'elles ne pensaient pas vraiment. J'ai toujours trouvé des excuses pour les défendre, pour justifier leur comportement, pour me convaincre que mon imagination me jouait des tours. Mais maintenant, avec la vérité qui me frappait comme une gifle, je comprenais que mon fils planifiait cela depuis longtemps. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était un plan calculé, réfléchi, élaboré avec la froideur d'un tueur professionnel. Le taxi s'est arrêté devant le port. Le navire de croisière était imposant, un géant blanc de 12 étages qui s'élevait vers le ciel comme un bâtiment flottant. Il y avait des centaines de personnes qui embarquaient avec leurs valises, des familles entières excitées pour les vacances, des couples prenant des photos, des enfants courant dans tous les sens. Tous allaient profiter de 7 jours merveilleux en mer. Moi, selon le plan de mon fils, je ne reviendrai pas vivant. Mais entraînant ma valise vers l'entrée du navire, un sourire a commencé à se dessiner sur mes lèvres. Michael avait commis une terrible erreur en me sous-estimant. Il avait fait l'erreur de croire que son père était un vieil homme naïf et sans défense. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant toutes ces années de silence, de sacrifice, de soumission apparente, j'avais observé, appris, stocké des informations. Je n'étais pas l'homme naïf qu'il pensait. Quand j'ai présenté mes documents pour embarquer, l'hôtesse m'a souri avec cette cordialité professionnelle qu'ils utilisent avec tous les passagers. Monsieur Sullivan, quelle excitation! C'est votre première fois en croisière, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu, en gardant ma voix douce et fragile que tout le monde attendait d'un homme de mon âge. Mon fils m'a offert ce voyage en cadeau. Il dit que j'ai besoin de me détendre. Quel fils attentionné, a commenté l'hôtesse en vérifiant mes documents. Il va certainement beaucoup vous manquer pendant ces 7 jours.
Si seulement elle savait, ai-je pensé, si seulement elle savait que son plan était que ce soit les 7 derniers jours de ma vie. Mais en montant la rampe vers l'intérieur du navire, j'étais déjà en train de formuler ma propre stratégie. J'avais 7 jours pour passer de victime à chasseur. 7 jours pour rassembler les preuves dont j'avais besoin, 7 jours pour préparer la surprise que je réservais à Michael. Ma cabine était au 8e étage, avec vue sur la mer. Elle était belle, élégante, avec un lit confortable et un petit balcon privé. Michael avait payé pour le meilleur, pensant probablement qu'il était plus facile de faire disparaître quelqu'un d'un balcon que de l'intérieur du navire. J'ai laissé ma valise sur le lit et je me suis assis un moment pour réfléchir. J'avais besoin d'un plan, d'alliés, surtout, de preuves. Car connaître la vérité était une chose. Pouvoir la prouver en était une autre. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré il y a des mois mais que je n'avais jamais utilisé. C'était le numéro de Frank Harrison, un détective privé que j'avais rencontré lorsqu'une voisine avait eu des problèmes avec son ex-mari. Il m'avait donné sa carte de visite en me disant que si jamais j'avais besoin d'aide, je ne devais pas hésiter à l'appeler. Détective Harrison. Une voix grave a répondu après 3 sonneries. Bonjour, ici Robert Sullivan. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois au centre communautaire Hope, le voisin qui avait un problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Bien sûr, je me souviens, monsieur Sullivan. Comment puis-je vous aider? J'ai pris une profonde inspiration avant de continuer. J'ai besoin de vous engager pour une affaire très délicate. Mon fils essaie de me tuer. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Il a probablement pensé que j'étais un vieil homme paranoïaque avec des problèmes familiaux insignifiants. Monsieur Sullivan, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Ce sont des accusations très graves. Je suis absolument certain. J'ai entendu mon fils planifier ma mort. Je suis sur une croisière en ce moment et il croit que ce ne sera qu'un aller simple pour moi. J'ai besoin que vous enquêtiez sur ses finances, ses dettes, tout ce que vous pourrez trouver. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à rassembler des preuves de ce qu'il prépare. Où êtes-vous? Sur le navire Star of the Sea, qui part dans une demi-heure pour les îles des Caraïbes. Je serai injoignable pendant 7 jours, mais à mon retour, j'ai besoin d'avoir le plus d'informations possible sur mon fils, Michael Sullivan. Compris. Je vous enverrai mon numéro de compte par message pour que vous puissiez virer $500 d'avance. Étage M. Sullivan, dites-moi une chose. Soyez très prudent. Si ce que vous me dites est vrai, vous êtes en réel danger. Ne faites rien qui pourrait mettre votre sécurité en péril. Détective, j'ai vécu dans ce monde pendant 64 ans. J'ai survécu à la pauvreté, au veuvage, à l'éducation d'un fils seul, au sacrifice de toute ma vie pour les autres. Croyez-moi, je ne vais pas laisser mon propre fils me vaincre. Après avoir raccroché avec le détective Harrison, je suis resté assis dans ma cabine, ressentant un étrange mélange de peur et de détermination. Le navire avait commencé à bouger doucement, s'éloignant du port, et je savais que chaque mille qui nous séparait de la côte me rapprochait du moment où Michael s'attendait à ce que son plan soit exécuté. Mais il y avait quelque chose que Michael ne savait pas sur son père. Je n'étais pas l'homme fragile qu'il pensait. Pendant toutes ces années de soumission apparente, j'avais observé, appris, gardé des secrets que ni lui ni Claire n'imaginaient. J'ai décidé que la première chose à faire était d'explorer le navire, de connaître chaque recoin, chaque sortie, chaque endroit où quelqu'un pourrait essayer de me faire du mal. S'ils allaient tenter de simuler un accident, je devais être préparé à toute situation. J'ai quitté ma cabine et j'ai commencé à me promener dans les couloirs du navire de croisière. C'était impressionnant. Des restaurants élégants, des casinos, des boutiques, une piscine gigantesque sur le pont supérieur, des théâtres, des bibliothèques. C'était comme une ville flottante pleine de vie et de joie. Mais je n'étais pas là pour m'amuser. J'étais là pour survivre. En me promenant, j'ai observé les caméras de sécurité. Il y en avait beaucoup, dans pratiquement chaque couloir, dans chaque espace public. Cela m'a un peu calmé. Il serait difficile de faire disparaître quelqu'un dans un endroit aussi surveillé sans éveiller les soupçons. Cependant, j'ai aussi remarqué que les balcons des cabines privées n'avaient pas de caméra, et ma cabine avait un de ces balcons. Michael avait été très malin en choisissant cette chambre spécifique. Dans le restaurant principal, alors que je déjeunais seul à une table près de la fenêtre, j'ai commencé à observer les autres passagers. La plupart étaient des familles en vacances, des couples plus âgés célébrant des anniversaires,
des groupes d'amis s'amusant. Tout le monde semblait innocent, normal, heureux. C'est alors que je l'ai vu. Un homme d'environ mon âge, assis seul à une table voisine, lisant un livre en mangeant. Il avait des cheveux argentés, parfaitement coiffés, et portait un élégant costume bleu. Quelque chose dans sa posture me disait qu'il était un homme fort et indépendant. Nos regards se sont croisés par hasard, et il m'a souri avec cette cordialité que seules les personnes de notre génération savent partager. J'ai décidé de m'approcher. « Excusez-moi, dis-je timidement. Cela vous dérangerait-il que je m'assoie avec vous? Je déteste manger seul. Je vous en prie, asseyez-vous, a-t-il répondu d'une voix chaleureuse et avec un léger accent que je n'ai pas pu identifier. Je suis Carl Anderson, de Denver. Et vous? Robert Sullivan, de Chicago. C'est un plaisir de vous rencontrer, Carl. En discutant pendant le déjeuner, j'ai découvert que Carl avait une histoire similaire à la mienne à bien des égards. Il était veuf, avait élevé des enfants seuls, avait travaillé toute sa vie, et maintenant, pour la première fois depuis des décennies, faisait quelque chose juste pour lui. Mes enfants ont tellement insisté pour que je prenne ces vacances, m'a-t-il dit en buvant son café. Ils ont dit qu'il était temps pour moi de me détendre, de profiter de la vie. Au début, j'ai résisté, mais j'ai finalement cédé. Comme moi, ai-je répondu, ressentant une connexion immédiate avec cet homme. Mon fils Michael m'a offert cette croisière en cadeau. Il dit que j'ai besoin de m'éloigner du stress de la ville. Quelque chose dans la façon dont Carl me regardait m'a fait sentir que je pouvais lui faire confiance. Il y avait une intelligence dans ses yeux, une sagesse qui ne vient qu'avec l'expérience d'avoir beaucoup vécu et d'avoir appris à lire les gens. Robert, m'a-t-il dit en baissant la voix, puis-je vous poser une question personnelle? Vous semblez inquiet, tendu. Ce n'est pas l'attitude typique de quelqu'un qui fait un voyage de rêve. Un instant, j'ai envisagé de tout lui dire, mais je me suis souvenu des mots du détective Harrison sur le fait de mettre ma sécurité en danger. J'ai décidé d'être prudent. C'est juste que, eh bien, c'est ma première fois en croisière. Tout est si nouveau, si différent. Je suppose que je suis un peu nerveux. Carl a hoché la tête d'un air compréhensif, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne me croyait pas complètement. Cet homme avait l'expérience de lire entre les lignes. Écoutez, Robert, m'a-t-il dit en se penchant légèrement dans ma direction. Nous ne nous connaissons pas, mais j'ai vécu 62 ans, et j'ai appris à reconnaître quand un homme est en difficulté. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me trouver. Ma cabine est la 1247, au 12e étage. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Voici un parfait inconnu m'offrant un soutien plus sincère que celui que j'avais reçu de mon propre fils depuis des années. Merci, Carl. Vraiment. Et votre cabine est très proche de la mienne. La mienne est la 847, au 8e étage. Parfait. Alors nous serons voisins de navire. Après le déjeuner, j'ai décidé d'explorer davantage la croisière. Je suis allé à la bibliothèque, où j'ai trouvé des ordinateurs avec accès à Internet. C'était limité et cher, mais je pouvais envoyer de courts messages. Je me suis assis devant l'un des ordinateurs et j'ai écrit un rapide email au détective Harrison. Je vais bien. Enquêtez surtout sur les dettes de jeu de Michael. Je pense que c'est la clé de tout. J'ai un nouvel allié sur le navire. Je resterai en contact quand je le pourrai. Robert. Ensuite, je suis allé au casino du navire, non pas pour jouer, mais pour observer. Je voulais comprendre comment fonctionnait le monde des paris, quel genre de dettes quelqu'un pouvait accumuler, comment les gens devenaient si désespérés pour de l'argent qu'ils envisageaient le meurtre comme une option. J'ai vu des hommes et des femmes parier de grosses sommes avec le naturel de quelqu'un qui achète un magazine. J'ai vu l'excitation sur leur visage quand ils gagnaient et le désespoir quand ils perdaient. J'ai vu comment certains joueurs semblaient être dans une spirale descendante, pariant de plus en plus d'argent dans une tentative désespérée de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Et alors j'ai compris que Michael n'était pas seulement un fils ingrat. C'était un homme désespéré, probablement avec d'énormes dettes, qui voyait la mort de son père comme la seule solution à ses problèmes financiers. Ce soir-là, en dînant au restaurant principal, j'ai de nouveau croisé Carl. Cette fois, il s'est approché de ma table sans que je l'invite. Robert, m'a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. J'ai pensé à notre conversation de cet après-midi, et je dois vous dire quelque chose. Vous n'avez pas l'air d'un homme en vacances.
Vous avez l'air d'un homme qui fuit quelque chose ou qui prépare quelque chose. Je suis resté silencieux un moment, évaluant ce que je pouvais lui révéler. Karl? Ai-je finalement dit, avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous aimez profondément vous a trahi de la pire manière possible? Ses yeux se sont adoucis, et j'y ai vu une lueur de reconnaissance. Oui, a-t-il répondu simplement. Mon associé. J'ai découvert qu'il détournait de l'argent de notre entreprise depuis des années, il nous a presque conduits à la faillite. Qu'avez-vous fait? Ce que je devais faire. J'ai rassemblé toutes les preuves, je l'ai confronté et je me suis assuré qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Mais Robert, nous parlons de votre fils. J'ai pris une profonde inspiration. Karl avait déjà montré qu'il pouvait garder des secrets de famille difficiles et j'avais besoin d'un allié, de quelqu'un de confiance pendant ces 7 jours cruciaux. Karl, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Mon fils essaie de me tuer, et j'ai 7 jours pour l'arrêter et prouver ce qu'il prépare. L'expression sur le visage de Karl a changé immédiatement. Ce n'était pas de la surprise. Ce n'était pas de l'incrédulité. C'était le regard d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour savoir que les familles peuvent cacher les secrets les plus sombres. Robert, m'a-t-il dit en baissant la voix au point de devenir un murmure. Racontez-moi tout depuis le début. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai raconté toute l'histoire à Karl. J'ai parlé du cadeau de la croisière, de la conversation téléphonique que j'avais entendue, des dettes de jeu que je soupçonnais Michael d'avoir, de l'assurance vie et de l'héritage qu'il s'attendait à recevoir après ma mort. Karl m'a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux quelques minutes, traitant toutes les informations. Robert, a-t-il finalement dit, c'est très grave. Vous êtes en réel danger, mais il me semble aussi que vous avez déjà un plan. Je commence à en avoir un, ai-je répondu. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur les finances de Michael, mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de preuves concrètes de ses intentions. J'ai besoin de témoins. J'ai besoin de preuves qu'un juge ne peut ignorer. Et comment pensez-vous obtenir tout ça pendant que vous êtes sur ce navire? C'est là que j'ai besoin de votre aide, Karl. Michael va essayer de communiquer avec moi pendant le voyage. Il va m'appeler, m'envoyer des messages, en se faisant passer pour le fils inquiet. Chacune de ces conversations sera une occasion pour lui de se trahir. Karl a hoché lentement la tête, commençant à comprendre où mon plan allait. Vous voulez enregistrer, a-t-il dit. Exactement. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de témoins. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse confirmer ce que je documente. Quelqu'un sans lien émotionnel avec Michael, quelqu'un de crédible. Comptez sur moi, a répondu Karl sans hésitation. Mais Robert, il y a autre chose que nous devrions considérer. Si Michael planifie vraiment de simuler un accident sur ce navire, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre d'impliqué, quelqu'un sur la croisière qui travaille avec lui. Cette possibilité ne m'était pas venue à l'esprit, et cela m'a glacé le sang. Vous pensez que Michael aurait pu soudoyer quelqu'un de l'équipage du navire? C'est possible. Ou il aurait pu engager quelqu'un pour se faire passer pour un passager. Robert, vous devez être très vigilant dans les jours à venir. Ne faites confiance à personne d'autre que moi. N'acceptez pas de boissons d'inconnus. Ne restez pas seul dans des endroits isolés, surtout sur votre balcon. J'avais déjà pensé au balcon. C'est un endroit très pratique, très privé. Exactement. Écoutez, j'ai une proposition. Pourquoi ne passez-vous pas les nuits dans ma cabine? J'ai une suite avec un canapé-lit. De cette façon, nous serons ensemble, et si quelqu'un vient vous chercher dans votre chambre, il ne vous trouvera pas. La générosité de Karl m'a profondément touché. Cet homme, qui m'avait rencontré il y a quelques heures à peine, était prêt à risquer sa propre sécurité pour m'aider. Karl, je ne peux pas vous demander de faire ça. Si Michael a vraiment quelqu'un sur ce navire. Robert. Karl m'a interrompu fermement. J'ai 62 ans. J'ai élevé 4 enfants et enterré une femme. J'ai dirigé ma propre entreprise pendant 30 ans. Je n'ai pas peur d'un gamin pourri gâté qui veut tuer son père pour de l'argent. De plus, a-t-il ajouté avec un sourire malicieux, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une aventure excitante. Ce soir-là, après le dîner, Karl m'a aidé à emmener certaines de mes affaires essentielles dans sa cabine. Elle était beaucoup plus grande que la mienne, avec le salon séparé de la chambre et un balcon plus large. Mais le plus important, c'est qu'elle avait 2 lits,
ce qui nous permettait de nous surveiller mutuellement. Pendant que nous organisions mes affaires, Karl m'a posé des questions détaillées sur Michael, sur sa personnalité, ses habitudes, sa relation avec Claire. Dites-moi, Robert, Michael a-t-il toujours été manipulateur, ou est-ce quelque chose de nouveau? Il a toujours été très malin, ai-je répondu en réfléchissant attentivement. Depuis qu'il est petit, il savait exactement quoi dire pour obtenir ce qu'il voulait. Mais je pensais que c'était une ruse normale d'enfant. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse se transformer en ça. Et Claire, quelle est leur relation? Au début, ils semblaient très amoureux, mais ces dernières années, j'ai remarqué une tension. Claire se plaint toujours d'argent, qu'ils ont besoin d'une plus grande maison, de vacances plus chères, d'une meilleure voiture. Et Michael promet toujours que les choses iront mieux, qu'il obtiendra plus d'argent. Maintenant, nous savons d'où viendrait cet argent, a commenté sombrement Karl. Vers 22 heures, mon téléphone a sonné. C'était Michael. Karl et moi nous sommes regardés. Le moment était venu de mettre notre plan en pratique. Souviens-toi, a chuchoté Karl en préparant son propre téléphone pour enregistrer. Fais-le parler. Fais-le se trahir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Allô, mon fils. Salut, papa. Comment se passe la croisière? Tu t'amuses? Sa voix semblait parfaitement normale, attentionnée, inquiète. Si je n'avais pas entendu sa conversation avec Claire, j'aurais cru qu'il se souciait vraiment de moi. C'est magnifique, mon fils. Le navire est incroyable. Ma cabine est très confortable. Merci beaucoup pour ce cadeau généreux. De rien, papa. Tu le mérites. As-tu rencontré de nouvelles personnes? Te fais-tu des amis? Une question intéressante. Pourquoi cela lui importait-il que je me fasse des amis? Oui, j'ai rencontré un monsieur très gentil, Karl. Nous mangeons ensemble. Il y eut une pause presque imperceptible avant que Michael ne réponde. C'est bien, papa. C'est important que tu ne sois pas seul. Mais fais aussi attention. Sur ces croisières, il y a parfois des gens qui profitent des passagers plus âgés. Karl m'a regardé avec de grands yeux. Michael venait de semer le doute sur quiconque pourrait être mon allié. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je suis très prudent. Mais dis-moi, comment ça se passe là-bas? Comment va Claire? Tout va bien, papa. Claire t'embrasse. Elle a dit qu'elle espère que tu t'amuses beaucoup et que tu te détendes complètement. Quelle gentillesse de sa part. Michael, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, papa. Tout ce que tu veux. Pourquoi as-tu décidé de m'offrir ce voyage en cadeau maintenant? Je veux dire, c'était si soudain, si inattendu. Une autre pause, cette fois plus longue. Eh bien, Claire et moi avons beaucoup parlé de toi ces derniers temps. Nous avons réalisé que tu semblais très fatigué, très stressé, et nous avons pensé que tu avais besoin d'une pause pour t'éloigner de tout pendant un moment. M'éloigner de tout, ai-je répété, en regardant Karl, qui notait chaque mot. Oui, papa. Parfois, nous avons besoin de nous déconnecter complètement de la routine, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Michael, puis-je te confesser quelque chose? Bien sûr, papa. Au début, je me sentais un peu coupable d'accepter un cadeau aussi cher. Ça a dû coûter beaucoup d'argent. Papa, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. L'argent n'est pas un problème. De plus, c'est un investissement dans ton bien-être, et ça n'a pas de prix. Karl a écrit sur un bout de papier et me l'a montré. Demande pour le retour. Michael, une question idiote. As-tu une copie de mon billet de retour? Parce que j'ai vérifié mes documents et je n'ai trouvé que le billet allait simple. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Il a duré si longtemps que j'ai cru un instant que l'appel avait été coupé. Michael, es-tu là? Oui. Oui, papa. Désolé. Claire me disait quelque chose à propos des billets. Ne t'inquiète pas. L'agence de voyage a tout organisé. Tu as juste besoin de profiter du voyage et nous nous occuperons des détails. Mais Michael, je veux être sûr de pouvoir revenir. Pourrais-tu vérifier avec l'agence demain et me le confirmer? Papa, s'il te plaît, fais-moi confiance. Tout est parfaitement organisé. Tu n'as rien à craindre. Détends-toi et profite. C'est le but du voyage.
D'accord, mon fils. Je te fais entièrement confiance. Parfait, papa. Je t'aime beaucoup, fais de beaux rêves. Je t'aime aussi, Michael. Bonne nuit. Quand j'ai raccroché, Carl et moi sommes restés silencieux quelques minutes, traitant ce que nous venions d'entendre. Robert, a finalement dit Carl. Cette conversation a été très révélatrice. La façon dont il a évité la question sur le billet de retour, la façon dont il t'a rassuré en disant de ne t'inquiéter de rien. C'est comme s'il essayait de te maintenir dans un état de fausse sécurité. Et la question de savoir si je me faisais des amis, ai-je ajouté, c'est comme s'il évaluait si j'avais des alliés, s'il y avait quelqu'un qui remarquerait si quelque chose m'arrivait. Exactement. Robert, demain, nous devons aller au bureau du navire et vérifier personnellement le statut de ton billet de retour. Je veux voir de mes propres yeux ce que Michael a vraiment réservé. Le lendemain matin, Carl et moi nous sommes levés tôt avec une mission claire. Après avoir pris le petit déjeuner dans sa cabine pour éviter de m'exposer inutilement au restaurant public, nous sommes allés directement au bureau du service passager au 3e étage du navire. Le bureau était un espace élégant avec plusieurs guichets occupés par des employés en uniforme. Nous nous sommes approchés d'une jeune femme nommée Patricia, selon son badge, qui nous a accueillis avec un sourire professionnel. Bonjour, messieurs. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ai-je répondu en essayant de garder ma voix calme. J'ai besoin de vérifier mon itinéraire de voyage complet. Mon nom est Robert Sullivan, cabine 847. Patricia a tapé rapidement sur son ordinateur et a légèrement froncé les sourcils. Monsieur Sullivan, je vois ici que vous avez la croisière de 7 jours réservée le long des Caraïbes, mais, Elle s'est arrêtée, regardant l'écran avec confusion. Mais quoi, a demandé Carl, remarquant l'hésitation dans la voix de l'employé. C'est un peu étrange. Je vois que vous avez un billet aller simple, mais aucune réservation n'apparaît pour le vol de retour à Chicago. Normalement, nos forfaits incluent le transport aller-retour complet. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Même en connaissant la vérité, entendre la confirmation officielle m'a profondément blessé. Qu'est-ce que cela signifie exactement, a demandé Carl, feignant d'être aussi confus que moi. Eh bien, cela signifie que lorsque la croisière se terminera dans 7 jours, vous n'aurez aucun moyen de rentrer chez vous. Il pourrait s'agir d'une erreur du système. Ou peut-être que la personne qui a acheté le forfait a pensé à ajouter le vol de retour plus tard. Qui a acheté ce forfait, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Patricia a de nouveau examiné les informations. Ici, il est indiqué qu'il a été acheté par Michael Sullivan avec une carte de crédit à son nom. Est-ce un de vos proches? C'est mon fils, ai-je répondu, ressentant un mélange de tristesse et de colère. Oh, eh bien, alors il s'occupera sûrement d'acheter votre billet de retour. Mais monsieur Sullivan, je vous recommande de communiquer avec lui bientôt, car les vols de Miami à Chicago ont tendance à se remplir rapidement, surtout à cette période de l'année. Carl et moi nous sommes regardés de manière significative. Patricia, est intervenu Carl. Serait-il possible pour monsieur Sullivan d'acheter son billet de retour dès maintenant pour être sûr d'avoir une place? Bien sûr. Laissez-moi vérifier la disponibilité. Patricia a tapé pendant plusieurs minutes. J'ai de la disponibilité sur un vol partant samedi à 15 h, le jour de la fin de la croisière. Le coût serait de $750. Je le veux, ai-je dit immédiatement, en sortant ma carte de crédit. Pendant que Patricia traitait l'achat, Carl m'a chuchoté à l'oreille. Robert, nous venons d'obtenir notre première preuve. Michael n'a délibérément pas acheté ton billet de retour. Cela montre une intention préméditée. En quittant le bureau, nous avons décidé de nous promener sur le pont du navire pour parler en privé. La journée était magnifique, avec un soleil radieux et une douce brise, mais je ne pouvais rien apprécier en sachant ce que je savais. Carl, dis-je alors que nous marchions près de la balustrade, chaque preuve que nous trouvons me fait plus mal. C'est comme découvrir encore et encore que mon propre fils veut me voir mort. Je sais, Robert, mais chaque preuve que nous trouvons te protège aussi davantage. Regarde ce que nous venons de faire. Maintenant tu as ton billet de retour, et nous avons une preuve documentée que Michael n'a jamais eu l'intention que tu reviennes vivant. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un message de Michael. Bonjour, papa. Comment t'es-tu réveillé? As-tu bien dormi dans ta cabine? J'ai montré le message à Carl.
Il vérifie si tu es dans ta cabine, m'a-t-il dit. Il s'attendait probablement à ce que tu répondes de là. J'ai décidé de tester quelque chose. J'ai répondu, bonjour, mon fils. J'ai très bien dormi. Je suis sur le pont en train de prendre le soleil. Le navire est merveilleux. La réponse est arrivée presque immédiatement. C'est bien, papa. Profite bien. As-tu déjà exploré tout le navire? Une autre question étrange. Pourquoi lui importait-il à quel point j'avais exploré le navire? Je n'ai pas encore tout exploré. C'est très grand. Hier, j'ai découvert les restaurants et le casino. Aujourd'hui, je veux voir la piscine et peut-être le spa. Parfait, papa. Fais juste attention près des balustrades. Parfois, les gens ont le mal de mer avec le mouvement du navire et peuvent perdre l'équilibre. Karl a lu le message par-dessus mon épaule et son visage est devenu pâle. Robert, a-t-il chuchoté. Il vient de suggérer comment tu vas mourir. Un accident près des balustrades. Je sais, ai-je répondu, sentant un frisson malgré la chaleur du soleil. Il plante l'idée, préparant le terrain pour quand la nouvelle arrivera à terre. J'ai répondu à Michael, ne t'inquiète pas, mon fils. Je suis très prudent. Je reste toujours loin des bords. C'est ce que j'espère, papa. Je t'aime beaucoup et je veux que tu reviennes sain et sauf. Quelle ironie, Michael parlant de vouloir que je revienne sain et sauf alors que lui-même avait prévu que je ne revienne jamais. Pendant le reste de la journée, Karl et moi avons élaboré notre plan plus en détail. Nous avons décidé que nous avions besoin de plus de preuves, de plus d'enregistrements, de plus de preuves des véritables intentions de Michael. Nous avons également déterminé qu'il était crucial d'identifier s'il y avait quelqu'un d'autre sur le navire travaillant avec lui. Karl a suggéré que nous prêtions attention à tout membre de l'équipage qui manifesterait un intérêt particulier pour moi ou à tout passager qui semblerait me surveiller. Cet après-midi-là, alors que nous étions à la piscine, j'ai remarqué qu'un homme d'environ 40 ans nous observait depuis le bar. Il portait une chemise verte et un pantalon long, ce qui était étrange pour être à côté d'une piscine. Chaque fois que je le regardais, il détournait rapidement le regard. Karl, ai-je chuchoté. Cet homme au bar, celui en chemise verte. Remarque qu'il nous regarde. Karl s'est tourné discrètement pour le regarder. Oui, je vois. Et tu as raison. Son comportement est suspect. Faisons un test. Karl s'est levé et a marché de l'autre côté de la piscine comme s'il allait aux toilettes. Je suis resté à ma place en observant l'homme. En effet, ses yeux me suivaient tout le temps, ignorant complètement Karl. Quand il est revenu, il a confirmé ce que je savais déjà. Robert, cet homme te surveille définitivement, toi spécifiquement. Quand je suis parti, il ne m'a prêté aucune attention. Ses yeux étaient fixés sur toi. Que faisons-nous? Soyons très malins. Lève-toi et marche vers l'ascenseur. Je resterai ici et je regarderai s'il te suit. J'ai fait exactement ce que Karl a suggéré. Je me suis levé, lentement, j'ai rassemblé mes affaires et j'ai marché vers l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai regardé en arrière discrètement. L'homme en chemise verte s'était levé de sa place au bar et marchait dans ma direction. Je suis rapidement entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 12e étage où se trouvait la cabine de Karl. Quand les portes se sont fermées, j'ai ressenti un soulagement temporaire, mais aussi une confirmation terrifiante. Michael avait définitivement quelqu'un qui me surveillait sur le navire. 15 minutes plus tard, Karl est arrivé à la cabine. Robert, tu as raison. Cet homme t'a suivi jusqu'à l'ascenseur. Quand il a vu que tu étais monté, il a aussi pris l'ascenseur suivant. Il est définitivement suspect. Que faisons-nous maintenant? Si Michael a quelqu'un ici, je suis en réel danger. Nous allons être plus malins qu'eux, a répondu Karl avec détermination. Demain, nous allons confronter cet homme, mais de manière sûre. Nous allons le faire se trahir, tout comme nous le faisons avec Michael. Ce soir-là, alors que nous dînions dans la cabine de Karl pour éviter de nous exposer dans les restaurants publics, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Claire. Salut, Robert. Comment vas-tu? C'est Claire. Comment se passe la croisière? C'était la première fois en des mois que Claire m'appelait directement. Sa voix semblait faussement joyeuse. Bonjour, Claire. Quelle surprise de t'entendre. La croisière est magnifique. Merci beaucoup. C'est bien.
Robert, Michael m'a dit que vous avez parlé hier et que tu es très heureux. Cela nous donne beaucoup de tranquillité d'esprit. Carl a activé l'enregistrement sur son téléphone. Oui, je m'amuse beaucoup. Bien que j'ai une question, Claire. Hier, je suis allé au bureau de la croisière et ils m'ont dit que je n'avais pas de billet de retour. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Il y eut une longue pause avant que Claire ne réponde. Oh, Robert, comme c'est étrange. Michael s'est occupé de tous les détails. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans le système. Mais ne t'inquiète pas, nous nous occuperons de le résoudre. Tu es sûr? Parce que j'ai déjà acheté mon propre billet pour être tranquille. Une autre pause. Tu as déjà acheté ton billet de retour, Robert. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Nous allions nous en occuper. C'est juste que j'ai eu un peu peur de rester coincé à Miami sans moyen de rentrer à la maison. Bien sûr. Bien sûr. Je comprends parfaitement. Eh bien, Robert, je te laisse continuer à t'amuser. On se voit à ton retour. Claire, avant que tu ne raccroches, puis-je te demander quelque chose? Oui. Dis-moi. Pourquoi avez-vous décidé de m'offrir ce voyage en cadeau maintenant? Michael m'a dit que vous aviez parlé de moi, mais il n'a pas expliqué ce qui a spécifiquement motivé cela. Eh bien, c'est que dernièrement, nous t'avons remarqué très fatigué, Robert. Très stressé. Et nous avons pensé que tu avais besoin d'un repos prolongé. Un repos prolongé? Oui, tu sais, pour t'éloigner de tout pendant un moment. Parfois, nous avons besoin de nous déconnecter complètement de la routine quotidienne. Les mêmes mots que Michael avait utilisés, comme s'ils avaient répété la réponse. Je comprends. Eh bien, merci beaucoup de vous inquiéter pour moi. De rien, Robert. Prends soin de toi et profite de chaque instant. Quand j'ai raccroché, Carl et moi nous sommes regardés en silence. Robert? M'a finalement dit Carl, cette conversation était encore plus révélatrice que celle d'hier avec Michael. Claire est clairement impliquée dans le plan. La façon dont elle est devenue nerveuse quand tu as dit que tu avais déjà acheté le billet de retour. C'est comme si tu avais ruiné quelque chose qu'ils avaient prévu. Le 3e jour de la croisière, Carl et moi avons décidé qu'il était temps de confronter l'homme en chemise verte qui m'avait surveillé, mais nous le ferions intelligemment, dans un lieu public où nous serions en sécurité. Après le petit déjeuner, nous sommes descendus au casino du navire. C'était un endroit parfait, plein de monde, avec de nombreuses caméras de sécurité et du personnel du navire à proximité en permanence. Carl avait conçu un plan brillant. Robert, m'a-t-il expliqué alors que nous nous dirigions vers le casino. Je vais m'asseoir à une table de poker près de l'entrée. Toi, tu vas t'asseoir seul à une des machines à sous. Quand cet homme apparaîtra, car je suis sûr qu'il le fera, tu vas faire comme si tu étais un peu ivre, comme si tu avais trop bu au petit déjeuner. Pourquoi? Pour qu'il se sente en confiance. Pour qu'il pense que tu es vulnérable. Les prédateurs attaquent toujours quand ils pensent que la proie est faible. S'il travaille vraiment avec Michael, il profitera de cette occasion pour s'approcher de toi. Le plan a fonctionné à la perfection. J'avais à peine passé 20 minutes à jouer aux machines à sous, faisant semblant de tituber légèrement et de me parler à moi-même comme si j'avais le mal de mer, quand j'ai vu l'homme en chemise verte s'approcher. Cette fois, il portait une chemise jaune, mais c'était définitivement la même personne. Grand, cheveux noirs, environ 40 ans, avec un sourire qui se voulait amical mais qui me donnait des frissons. « Excusez-moi, monsieur » m'a-t-il dit en s'approchant de ma machine. « Vous allez bien? Vous avez l'air un peu fatigué. »« Oh, oui. » ai-je répondu en bredouillant légèrement. « Je crois que j'ai bu trop de mimosa au petit déjeuner. Ces vacances me rendent fou. » Il a souri, et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il était tombé dans le piège. « C'est votre première fois en croisière » m'a-t-il demandé en s'asseyant à la machine à côté de la mienne. « Oui, mon fils m'a offert ce voyage en cadeau. Il dit que j'ai besoin de me détendre. » Je lui ai donné exactement l'information que je savais qu'il voulait entendre. Quel fils attentionné. Et où est-il maintenant? Est-il aussi sur la croisière? Non, non, il est resté à Chicago. C'est juste pour moi. Un cadeau spécial pour que je puisse me détendre complètement. L'homme a hoché la tête, et j'ai vu comment ses yeux brillaient avec cette information. Eh bien, alors vous devez en profiter au maximum. Avez-vous déjà exploré tout le navire? Presque tout.
Hier, j'étais sur le pont supérieur à regarder le coucher de soleil. C'est magnifique, mais c'est un peu effrayant d'être si près de l'eau. Effrayant? Pourquoi? Oh, c'est que je suis très maladroit, ai-je dit en riant comme si j'étais vraiment ivre. J'ai toujours peur de m'approcher trop près des balustrades. Avec ce balancement du navire, on peut tomber si facilement. L'expression de son visage a subtilement changé. C'était comme s'il avait reçu une information très précieuse. Vous avez raison d'être prudent, m'a-t-il dit d'une voix qui sonnait maintenant plus calculatrice, surtout la nuit. Les ponts deviennent glissants avec l'humidité de la mer, vraiment? Oh, quelle horreur! Eh bien, alors je ferais mieux de rester dans ma cabine après le dîner. À quel étage se trouve votre cabine? Voilà la question que nous attendions. Au 8e étage, la 847. Elle a un balcon magnifique, mais comme je l'ai dit, j'ai peur de trop me pencher. L'homme a souri d'une manière qui m'a glacé le sang. Eh bien, monsieur, ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous profiterez beaucoup du reste de votre croisière. Il s'est levé et s'est éloigné rapidement. De ma position, j'ai pu voir qu'il se dirigeait directement vers les téléphones publics du navire. Karl avait observé toute la conversation depuis sa table de poker. Quand l'homme s'est éloigné, il s'est également levé et l'a suivi discrètement. 15 minutes plus tard, Karl est revenu me trouver avec une expression d'urgence sur le visage. Robert, nous devons parler immédiatement, en privé. Nous sommes rapidement montés dans sa cabine et Karl a fermé la porte à clé. Robert, cet homme a passé un appel immédiatement après t'avoir parlé. Je n'ai pas pu entendre toute la conversation, mais j'ai clairement entendu ces mots, oui, il est dans la 847, 8e étage avec balcon. Il a dit qu'il a peur de s'approcher des balustrades. Parfait pour ce dont nous avons besoin. J'ai eu l'impression que l'air m'avait quitté les poumons. Karl, es-tu absolument sûr de ce que tu as entendu? Absolument, Robert. Cet homme travaille définitivement avec Michael, et maintenant il sait exactement où te trouver et quelle est la meilleure façon de faire passer ta mort pour un accident. Je me suis assis sur le canapé de la cabine, sentant le poids de la réalité s'abattre sur moi comme une avalanche. Que faisons-nous maintenant, si Michael a quelqu'un ici et que cette personne sait déjà comment il prévoit de me tuer? Nous allons les devancer, a répondu Karl avec une détermination qui m'a calmé. Robert, tu ne mettras plus les pieds dans ta cabine pour le reste du voyage. Tu vas rester ici avec moi, où tu es en sécurité. Mais plus important encore, nous allons tendre un piège. Quel genre de piège? Demain soir, ce sera la soirée de gala du capitaine. Tout le monde sera dans le salon principal jusqu'à tard dans la nuit. Ce sera la nuit parfaite pour que quelqu'un essaie d'entrer dans ta cabine ou t'attende sur ton balcon. Karl, je ne vais pas utiliser ma vie comme appât. Tu n'en auras pas besoin. Mais nous allons utiliser cette occasion pour prendre cet homme en flagrant délit. Nous allons informer la sécurité du navire. Nous allons tendre un piège, et nous obtiendrons des preuves irréfutables de ce qui se passe. Cet après-midi-là, alors que nous planifions notre stratégie, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Michael, mais cette fois sa voix semblait différente, plus anxieuse. « Papa, comment vas-tu? Tu profites de la croisière? » « Très bien, mon fils. Chaque jour est une nouvelle aventure. Tu dors toujours bien dans ta cabine? Tu n'as pas eu de problème de bruit ou autre? » Une question très spécifique, comme s'il vérifiait si j'utilisais toujours ma cabine. Non, mon fils. Je dors parfaitement. Ma cabine est très calme. C'est bien, papa. Demain, c'est jeudi, n'est-ce pas? As-tu des plans spéciaux? Je crois que demain, c'est la soirée de gala du capitaine. Ça va être très élégant. Oh, oui. Ces fêtes sont magnifiques. Tu y vas? Bien sûr. J'ai déjà préparé mon costume vert. Parfait, papa. Profite bien. À quelle heure se terminent habituellement ces fêtes? Une autre question très spécifique. Michael recueillait des informations sur mon emploi du temps. Je ne suis pas sûr. Probablement tard, après minuit. Eh bien, quand ce sera fini, va directement dans ta cabine pour te reposer. Ne te promène pas sur les ponts la nuit. Ça peut être dangereux. Karl m'a regardé avec de grands yeux. Michael venait de me donner des instructions spécifiques pour aller directement dans ma cabine après la fête. L'endroit exact où quelqu'un m'attendrait. Ne t'inquiète pas,
mon fils. J'irai directement dans ma chambre après la fête. Parfait, papa. Je t'aime beaucoup. Dors bien. Quand j'ai raccroché, Karl et moi sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. Robert, m'a-t-il finalement dit, cette conversation confirme tout. Michael sait exactement quand l'attaque aura lieu. Il a probablement dit lui-même à cet homme que demain soir, après la soirée de gala, tu seras seul dans ta cabine. Karl, j'ai peur. Ce plan devient très réel, très dangereux. Je sais, Robert, mais nous sommes aussi très près d'avoir toutes les preuves dont nous avons besoin. Une nuit de plus et nous aurons suffisamment de preuves pour envoyer Michael en prison pour le reste de sa vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Chaque mouvement du navire me rappelait à quel point j'étais vulnérable au milieu de l'océan. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une force intérieure, une détermination féroce à ne pas me laisser vaincre. Michael avait complètement sous-estimé son père. Il avait fait l'erreur de croire que j'étais un vieil homme sans défense qui abandonnerait facilement. Demain soir, il allait découvrir à quel point il avait tort. Le jeudi matin, Karl et moi avons mis en pratique la partie la plus cruciale de notre plan. Nous devions contacter la sécurité du navire sans alerter l'homme qui me surveillait, et nous devions le faire de manière à ce qu'il nous prenne au sérieux. Karl a suggéré que nous allions directement voir le capitaine, John Peterson. En tant qu'ancien homme d'affaires, il savait que s'adresser directement à la plus haute autorité était le meilleur moyen de s'assurer d'être entendu. Robert, m'a-t-il expliqué alors que nous nous préparions. Les capitaines de navires de croisière sont formés pour gérer toutes sortes de situations, enlèvements, vols, tentatives de meurtre. Il saura exactement quoi faire. À 9 heures, nous nous sommes présentés au bureau du capitaine. C'était un homme d'environ 50 ans, aux cheveux gris et avec une présence qui inspirait immédiatement le respect et la confiance. Messieurs, je suis le capitaine John Peterson. Comment puis-je vous aider? Karl a pris l'initiative. Capitaine, nous avons une situation très grave à signaler. Monsieur Robert Sullivan est surveillé par un homme suspect, et nous avons des raisons de croire que sa vie est en danger. Le capitaine nous a invités à nous asseoir et à écouter attentivement pendant que nous racontions toute l'histoire. Nous lui avons montré les enregistrements des conversations téléphoniques avec Michael et Claire. Nous avons expliqué l'affaire des billets allait simple et avons décrit en détail l'homme qui m'avait suivi. Monsieur Sullivan, a dit le capitaine lorsque nous avons terminé, c'est extrêmement grave. Si ce que vous me dites est vrai, nous parlons d'une tentative de meurtre avec préméditation sur mon navire. Capitaine, ai-je répondu, je comprends que cela semble incroyable, mais chaque preuve que nous avons recueillie pointe vers la même conclusion. Cela ne me semble pas du tout incroyable, a répondu gravement le capitaine. Je navigue depuis 20 ans, et j'ai tout vu. La cupidité peut pousser les gens à faire des choses inimaginables, même à leur propre famille. Karl s'est penché en avant. Capitaine, nous avons un plan pour prendre cet homme en flagrant délit ce soir pendant la soirée de gala, mais nous avons besoin de votre aide et de la coopération de votre équipe de sécurité. Le capitaine a écouté notre plan en détail. C'était risqué, mais malin. J'irai à la soirée de gala comme prévu, mais au lieu d'aller dans ma cabine après, je me cacherai avec Karl. Pendant ce temps, la sécurité du navire surveillerait ma cabine et les environs pour attraper l'homme suspect s'il tentait quelque chose. C'est un bon plan, a admis le capitaine. Mais nous allons y apporter quelques modifications pour garantir complètement votre sécurité. Il a expliqué qu'ils installeraient des caméras supplémentaires près de ma cabine, qu'ils auraient des agents de sécurité déguisés en passagers dans les couloirs voisins, et qu'ils me donneraient un dispositif de panique que je pourrais activer de n'importe où sur le navire. Monsieur Sullivan, a dit le capitaine avant que nous ne partions, je veux que vous sachiez qu'à partir de ce moment, vous êtes sous la protection officielle de ce navire. Je ne permettrai pas que quoi que ce soit vous arrive pendant que vous êtes sous ma responsabilité. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais vraiment en sécurité. Le reste de la journée s'est écoulé lentement. Karl et moi sommes restés dans sa cabine, révisant le plan plusieurs fois, nous assurant que nous étions préparés à toute éventualité. À 17 heures, nous avons commencé à nous préparer pour la soirée de gala. Il était important que j'aie l'air normal, que je ne donne aucun signe que je savais ce qui se passait. J'ai mis mon costume vert le plus élégant, je me suis coiffé avec soin et je me suis préparé comme si j'étais vraiment excité pour la fête. Karl portait un magnifique costume doré qui lui donnait un air sophistiqué et confiant. Robert,
m'a-t-il dit alors que nous finissions de nous préparer, ce soir, tout va changer. Demain matin, tu seras libre de Michael pour toujours, et il fera face aux conséquences de ses actes. La soirée de gala était spectaculaire. Le salon principal du navire avait été transformé en un palais flottant avec des décorations élégantes, de la musique live et des tables remplies de mets exquis. Il y avait des centaines de passagers élégamment vêtus qui dansaient, riaient, profitaient de la nuit. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur la beauté de la fête. Mes yeux cherchaient constamment l'homme aux chemises colorées, essayant de le localiser dans la foule. Je l'ai trouvé près du bar, cette fois portant une chemise blanche et un costume noir. Il semblait habillé pour l'occasion, mais ses yeux étaient fixés sur moi, suivant chacun de mes mouvements. Karl et moi avons dansé, mangé, parlé avec d'autres passagers, faisant comme si c'était une nuit de vacances normale, mais intérieurement, nous comptions tous les deux les minutes jusqu'à ce que nous puissions mettre notre plan à exécution. À 23h30, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'action. Je me suis approché de Karl et j'ai chuchoté, c'est l'heure. Je vais quitter le salon principal comme si j'allais dans ma cabine. Tu attends 5 minutes et tu me suis. J'ai quitté le salon principal, marchant lentement comme si j'étais fatigué après une longue nuit de fête. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage, où se trouvait ma cabine. Mais au lieu d'aller dans ma chambre, je me suis rapidement dirigé vers les escaliers de secours qui menaient au 12e étage. Depuis les escaliers, je pouvais voir le couloir menant à ma cabine. Il était désert, éclairé uniquement par les veilleuses du navire. Karl est arrivé 5 minutes plus tard et ensemble, nous nous sommes cachés dans les escaliers, observant mon couloir à travers une petite fenêtre. « Tu vois quelque chose ?» a-t-il chuchoté. « Pas encore, mais je suis sûr qu'il va apparaître. » Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À minuit 15, nous avons vu une silhouette se déplacer furtivement dans le couloir. C'était l'homme en chemise blanche, mais maintenant il portait des gants noirs et tenait quelque chose dans ses mains que je n'ai pas pu identifier. Il s'est dirigé directement vers ma cabine et s'est arrêté devant la porte. Il a sorti quelque chose de sa poche, probablement des outils de crochetage, et a commencé à travailler sur la porte. « Karl » ai-je chuchoté. « Il entre dans ma cabine. Nous devons alerter la sécurité maintenant. » Karl a immédiatement activé le dispositif de panique que le capitaine nous avait donné. Une petite lumière rouge a commencé à clignoter, envoyant un signal silencieux à l'équipe de sécurité. L'homme a réussi à ouvrir la porte de ma cabine et est entré. De notre position, nous pouvions voir qu'il avait une petite lampe de poche et qu'il inspectait la pièce. 3 minutes plus tard, des agents de sécurité du navire ont commencé à apparaître dans le couloir. Ils se déplaçaient silencieusement, encerclant ma cabine des deux côtés. Soudain, l'homme est sorti de ma cabine et s'est dirigé vers le balcon. Nous avons continué à l'observer à travers les fenêtres du couloir. Il inspectait la balustrade du balcon comme s'il planifiait exactement comment faire passer ma mort pour un accident. C'est alors que la sécurité du navire a agi. 3 agents sont entrés dans la cabine simultanément, encerclant l'homme avant qu'il ne puisse réagir. De notre position dans les escaliers, nous pouvions entendre l'agitation lorsqu'ils l'ont arrêté. Il criait, insistant sur le fait qu'il était entré dans la cabine par erreur, qu'il s'était trompé de chambre. Mais lorsqu'ils ont fouillé ses poches, ils ont trouvé une petite bouteille avec des outils de crochetage liquidés, plus incriminant encore, un téléphone portable avec des messages de Michael. Karl et moi sommes descendus au 8e étage où le capitaine John supervisait déjà la situation. « Monsieur Sullivan », a dit le capitaine, « nous avons attrapé votre agresseur et trouvé des preuves très intéressantes. » Il m'a montré le téléphone portable de l'homme. Il y avait plusieurs messages de Michael avec des instructions spécifiques. « Attends jusqu'après minuit. Fais en sorte que ça ressemble à une chute accidentelle du balcon. Assure-toi qu'il n'y ait aucun signe de lutte. » J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement parce que j'étais vivant et en sécurité. Horreur parce que j'avais la confirmation finale que mon propre fils avait payé quelqu'un pour me tuer. « Capitaine » ai-je demandé d'une voix tremblante. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, monsieur Sullivan, cet homme sera officiellement arrêté lorsque nous arriverons au port demain, et vous aurez toutes les preuves dont vous avez besoin pour poursuivre votre fils pour tentative de meurtre. » Le vendredi matin a été le plus long de ma vie. Après l'arrestation de l'homme que Michael avait engagé, Karl et moi sommes restés éveillés dans sa cabine, traitant tout ce qui s'était passé. Le capitaine John avait ordonné que le détenu reste dans une cellule de sécurité du navire jusqu'à notre arrivée au port. Robert
M'a dit Carl alors que nous prenions un café à 3 heures du matin, réalises-tu ce que nous venons de faire? Nous avons non seulement sauvé ta vie, mais nous avons maintenant des preuves irréfutables pour envoyer Michael en prison. Je sais, ai-je répondu, ressentant un étrange mélange de triomphe et de profonde tristesse. Mais Carl, je viens aussi de découvrir que mon fils unique, le garçon que j'ai élevé avec tant d'amour, voulait vraiment me voir mort. Je ne sais pas comment je vais m'en remettre. Tu t'en remettras parce que tu es un homme plus fort que Michael ne l'a jamais imaginé, et parce que maintenant tu auras l'occasion de vivre ta vie, libre de sa manipulation et de sa cruauté. À 6 heures du matin, le détective Harrison m'a appelé de Chicago. Il avait travaillé toute la nuit à enquêter sur les finances de Michael. Monsieur Sullivan, m'a-t-il dit d'une voix excitée. J'ai trouvé exactement ce que nous cherchions. Votre fils a des dettes de jeu de plus de 200 000 $ auprès de requins de prêt très dangereux. Mais ce n'est pas tout. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Michael a falsifié votre signature sur des documents bancaires depuis des mois. Il a utilisé votre maison comme garantie pour plusieurs prêts à votre insu. Si vous étiez mort, il aurait tout hérité et aurait pu payer ses dettes. Mais Robert, il y a encore une chose que vous devez savoir. Dites-moi. Claire est aussi endettée jusqu'au cou. Elle a des cartes de crédit en souffrance pour plus de 50 000 $. Tous deux étaient désespérés pour de l'argent, et votre mort était la seule solution qu'ils voyaient. Chaque nouvelle révélation était comme un poignard dans le cœur. Non seulement Michael, mais aussi Claire avait planifié ma mort pour de l'argent. Détective Harrison, que devons-nous faire maintenant? Quand vous rentrerez à Chicago demain, nous irons directement au poste de police. Avec toutes les preuves que nous avons, Michael et Claire seront arrêtés immédiatement. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant un long moment. Carl a respecté mon besoin de traiter tout ce que j'avais entendu. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose que j'avais reporté. Appelez Michael. Carl, dis-je, je veux appeler Michael maintenant. Je veux entendre sa voix quand je lui dirai que je sais tout ce qu'il a fait. Es-tu sûr, Robert? Cela pourrait être dangereux. S'il réalise que son plan a échoué. Je ne me soucie plus du danger. J'en ai assez de faire semblant. Assez de jouer le père naïf qui ne sait rien. Je veux qu'il sache que son père n'est pas le vieil homme idiot qu'il pensait. J'ai composé le numéro de Michael. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Papa, quelle surprise. Comment t'es-tu réveillé? As-tu bien dormi après la fête? Sa voix semblait faussement joyeuse comme toujours, mais maintenant je pouvais entendre le mensonge derrière chaque mot. Bonjour, Michael. Oui, j'ai très bien dormi. Mais je dois te raconter quelque chose de très intéressant qui s'est passé la nuit dernière. Que s'est-il passé, papa? Eh bien, après la fête, quand je suis rentré dans ma cabine, j'ai trouvé un homme qui essayait d'entrer dans ma chambre. Tu peux y croire? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Un homme? Quel genre d'homme? Un homme d'environ 40 ans. La sécurité du navire l'a arrêté. Et tu sais ce qui est le plus étrange, Michael? Quoi, papa? Quand ils ont fouillé son téléphone, ils ont trouvé des messages de toi. Des messages où tu donnais des instructions sur la façon de me tuer et de faire passer ça pour un accident. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Il a duré si longtemps que j'ai cru que Michael avait raccroché. Michael, es-tu toujours là? Papa, a-t-il finalement dit d'une voix complètement différente, froide et calculatrice. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est impossible. C'est impossible, Michael? J'ai des enregistrements de toutes nos conversations téléphoniques. J'ai la preuve que tu n'as jamais acheté mon billet de retour. J'ai la preuve que tu as engagé un tueur. Et le détective que j'ai engagé a des preuves de toutes tes dettes de jeu et des prêts frauduleux que tu as contractés en utilisant ma maison. Un autre long silence. Tu as engagé un détective, papa. Es-tu devenu fou? Non, Michael. Je suis devenu intelligent pour la première fois de ma vie. J'ai cessé de te faire aveuglément confiance et j'ai commencé à utiliser mon cerveau. Papa, je pense que le stress du voyage t'affecte. Tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens, Michael? Ton plan a échoué. L'homme que tu as engagé est arrêté. Je suis en vie. Et demain, quand je rentrerai à Chicago, tu seras arrêté pour tentative de meurtre. Papa, tu dois te calmer.
Quand tu rentreras à la maison, nous parlerons calmement. Tu es confus. Je ne suis pas confus, Michael. Je suis déçu. Je suis découragé. Je suis triste d'avoir élevé un fils qui a plus valorisé l'argent que la vie de son propre père. Mais je ne suis pas confus. Et ne m'appelle plus jamais papa, ai-je dit avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Un père est quelqu'un qu'on respecte, qu'on aime, qu'on protège. Tu ne m'as vu que comme un obstacle entre toi et mon argent. Écoute-moi bien, Michael. Quand j'arriverai à Chicago demain, je remettrai toutes les preuves au poste de police. Je témoignerai contre toi, et je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie en prison à penser à ce que tu as fait à l'homme qui t'a donné la vie. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Un fils n'essaie pas de tuer son père. Un monstre, oui. J'ai raccroché le téléphone. Karl m'a serré dans ses bras pendant que des larmes coulaient sur mon visage. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, de colère, de soulagement, de douleur. C'était comme si tous les sentiments des derniers jours sortaient de moi en même temps. Robert, m'a dit doucement Karl, ce que tu viens de faire a nécessité un courage incroyable. Ce n'était pas la fin d'une relation. C'était la naissance d'un nouveau Robert, un homme qui ne permettra plus jamais à quiconque d'abuser de sa gentillesse. Le reste de la journée, nous l'avons passé à préparer le retour à Chicago. Le capitaine John nous a aidés à organiser toutes les preuves, les enregistrements des conversations téléphoniques, les rapports de sécurité, les déclarations des témoins, les photos de l'homme arrêté et des objets trouvés sur lui. Monsieur Sullivan, m'a dit le capitaine avant le dîner, je veux que vous sachiez qu'en 20 ans de navigation, je n'ai jamais vu un homme faire preuve d'autant de courage et de détermination que vous cette semaine. Votre fils a complètement sous-estimé son propre père. Ce soir-là, ma dernière nuit sur la croisière, Karl et moi avons dîné au restaurant principal pour la première fois depuis le premier jour. Je n'avais plus à me cacher, plus à faire semblant, plus à avoir peur. Karl, dis-je alors que nous trinquions au champagne. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie. Robert, tu t'es sauvé la vie toi-même. J'étais juste ton compagnon d'aventure. Mais je veux que tu saches que cette expérience m'a changé aussi. Elle m'a rappelé que les hommes de notre âge ont encore beaucoup à offrir au monde, beaucoup de force à montrer. Que vas-tu faire quand nous retournerons à terre? Je vais retourner à Denver et je vais commencer à vivre ma vie plus pleinement. Et toi, Robert, que vas-tu faire? Je vais m'assurer que Michael paie pour ce qu'il a fait. Et ensuite, je vais commencer à vivre pour moi-même, pour la première fois en 64 ans. Le samedi matin, lorsque le navire de croisière est arrivé au port de Miami, je n'étais plus le même homme qui avait embarqué sur ce navire 7 jours plus tôt. J'étais Robert Sullivan, mais une version complètement nouvelle de moi-même, plus forte, plus intelligente, plus déterminée que jamais. Karl et moi nous sommes dit au revoir au port, les larmes aux yeux, mais aussi avec la promesse de rester en contact pour toujours. Il avait été plus qu'un ami pendant ces jours cruciaux. Il avait été mon frère, mon allié, mon sauveur. Robert, m'a-t-il dit alors que nous nous serrions dans nos bras pour la dernière fois, souviens-toi que tu n'es plus l'homme qui se sacrifie en silence. Tu es l'homme qui se bat pour sa vie et qui gagne. N'oublie jamais cette force que tu as découverte. Je n'oublierai jamais, Karl, et je n'oublierai jamais que lorsque j'avais le plus besoin de quelqu'un, tu es apparu comme un ange dans ma vie. Mon vol pour Chicago partait à 15 heures. J'ai eu assez de temps pour appeler le détective Harrison et confirmer que tout était prêt pour ce qui allait suivre. Monsieur Sullivan, m'a dit le détective, j'ai tout préparé. Dès que vous atterrirez, nous irons directement au poste de police. Le chef a déjà examiné toutes les preuves que je lui ai envoyées et est prêt à procéder au mandat d'arrêt. Pendant le vol de retour à Chicago, je n'ai pu m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il y a une semaine, j'étais un homme de 64 ans vivant dans le silence, qui avait consacré toute sa vie à plaire aux autres, qui s'était laissé sous-estimer et ignorer. Mais ces 7 jours sur la croisière m'avaient complètement transformé. J'avais découvert que j'avais une intelligence stratégique que je n'avais jamais utilisée, un courage que je n'avais jamais démontré, une détermination dont je n'avais jamais eu besoin. Lorsque l'avion a atterri à Chicago, le détective Harrison m'attendait à l'aéroport. C'était un homme d'environ 50 ans, grand, aux cheveux gris et avec une présence qui inspirait immédiatement confiance. « Monsieur Sullivan », a-t-il dit en me serrant la main. « C'est un honneur de vous rencontrer enfin.
Ce que vous avez accompli sur cette croisière était extraordinaire. Détective, j'ai juste fait ce que je devais faire pour survivre. Non, monsieur. Vous avez fait bien plus que survivre. Vous avez orchestré la chute de votre propre fils avec une précision que même les détectives les plus expérimentés admirent. Nous sommes allés directement au poste de police où le chef Carlos Martinez nous attendait. C'était un homme sérieux d'environ 40 ans qui avait méticuleusement examiné toutes les preuves. Monsieur Sullivan, m'a dit le chef après avoir entendu ma déclaration complète, en 15 ans en tant que chef, je n'ai jamais vu une affaire aussi bien documentée par la victime elle-même. Les enregistrements, les preuves financières, les déclarations de l'équipage de la croisière, tout forme un dossier aussi solide qu'un roc. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous émettons des mandats d'arrêt pour Michael Sullivan pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs et fraude financière. Pour Claire Sullivan pour association de malfaiteurs et complicité de tentative de meurtre. Tous deux seront arrêtés avant la fin de la journée. 2 heures plus tard, j'étais assis dans mon salon, dans ma propre maison, à attendre. Le détective Harrison avait insisté pour rester avec moi jusqu'à ce que Michael et Claire soient arrêtés, au cas où ils tenteraient quelque chose de désespéré. À 18 heures, mon téléphone a sonné. C'était le chef Martinez. Monsieur Sullivan, j'ai des nouvelles. Michael et Claire ont été arrêtés. Nous les avons trouvés chez eux, apparemment en train de se préparer à fuir le pays. Ils avaient des valises pleines et des billets d'avion pour Toronto. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de profonde tristesse. Soulagement parce que j'étais enfin complètement en sécurité. Tristesse pour la confirmation finale que mon fils avait vraiment voulu ma mort. Que va-t-il leur arriver maintenant? Ils seront poursuivis par la justice. Avec toutes les preuves que nous avons, ils recevront probablement de longues peines de prison. Michael fait face à des accusations qui pourraient le conduire à 20 ans de prison. Claire, en tant que complice, risque jusqu'à 10 ans. Cette nuit-là, seul dans ma maison pour la première fois en une semaine, je me suis assis dans mon fauteuil préféré et j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé dans ma vie. Je n'avais plus à vivre dans la peur de mon propre fils. Je n'avais plus à faire semblant de ne pas savoir à quel point il était cruel. Je n'avais plus à sacrifier mon bien-être pour quelqu'un qui ne m'appréciait pas. Mais plus important encore, j'avais découvert quelque chose sur moi-même que je n'avais jamais su. J'étais capable de me battre pour ma propre vie et de gagner. Les mois suivants ont été un tourbillon de procédures judiciaires. J'ai dû témoigner au procès, affronter Michael au tribunal, revivre tous les détails de sa trahison. C'était douloureux, mais aussi libérateur. Pendant le procès, Michael a essayé de se comporter comme le fils repentant, comme un homme qui avait commis une terrible erreur mais qui aimait vraiment son père. Mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements, les messages textes, le témoignage de l'homme qui l'avait engagé pour me tuer, les preuves financières, tout brossait le tableau d'un homme qui avait froidement planifié le meurtre de son propre père. Le jour où la sentence a été annoncée, Michael a été condamné à 18 ans de prison. Claire a reçu 8 ans. En entendant le verdict, je n'ai pas ressenti de joie, mais j'ai ressenti la justice. Après le procès, j'ai pris des décisions importantes concernant ma vie. J'ai vendu la maison où j'avais vécu pendant tant d'années, la maison pleine de souvenirs douloureux. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un petit appartement confortable dans un nouveau quartier de la ville. Mais le plus important a été ce que j'ai fait de mon temps et de mon énergie. J'ai commencé à travailler comme bénévole dans un centre d'aide pour les hommes plus âgés victimes de violences familiales. Mon expérience m'avait appris que de nombreux hommes de mon âge souffraient en silence, laissant leurs propres membres de la famille les maltraiter parce qu'ils croyaient n'avoir aucune option. Messieurs, disais-je aux hommes qui venaient au centre chercher de l'aide, je veux vous raconter l'histoire de la façon dont mon propre fils a essayé de me tuer et comment j'ai réussi non seulement à survivre, mais aussi à le traduire en justice. Chaque fois que je racontais mon histoire, je voyais dans les yeux de ces hommes le même éveil que j'avais connu sur la croisière, la compréhension qu'ils n'étaient pas condamnés à être des victimes, qu'ils avaient plus de force et de ressources qu'ils ne l'imaginaient. Carl et moi avons maintenu notre amitié grâce à des appels téléphoniques hebdomadaires et des visites occasionnelles. Il était devenu plus qu'un ami. Il était mon frère de bataille, la personne qui m'avait aidé à découvrir qui j'étais vraiment. 1 an après la croisière, Carl est venu me rendre visite à Chicago. Nous dînions dans mon nouvel appartement quand il m'a posé une question qui m'a surpris. « Robert, as-tu jamais regretté d'avoir dénoncé Michael? As-tu déjà ressenti de la nostalgie pour la relation que vous aviez avant ?» Carl,
ai-je répondu sans hésitation. La relation que je pensais avoir avec Michael n'a jamais vraiment existé. C'était une illusion basée sur mon besoin de croire que j'avais élevé un homme bon. La vérité est que Michael a toujours été manipulateur, toujours égoïste, il m'a toujours vu comme un moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Je ne voulais juste pas le voir. Et ne regrettes-tu pas de ne pas avoir de famille? J'ai une famille, ai-je dit en souriant. Je t'ai, toi. J'ai les hommes du centre qui sont devenus mes frères. J'ai une vie pleine de gens qui m'apprécient pour qui je suis et non pour ce qu'ils peuvent obtenir de moi. Au 2e anniversaire de mon retour de la croisière, j'ai décidé de faire quelque chose qui symboliserait ma transformation complète. Je me suis inscrit à des cours de danse. À 66 ans, j'ai appris à danser le swing, la salsa et les danses de salon. Monsieur Sullivan, m'a dit mon professeur de danse, un jeune homme de 30 ans nommé Louis, je n'ai jamais vu quelqu'un de votre âge bouger avec autant de confiance et de grâce. Où avez-vous appris à avoir une telle confiance en vous? J'ai appris en mer, ai-je répondu avec un sourire. J'ai appris que lorsqu'un homme se bat pour sa vie, il découvre une force qu'il ne savait pas posséder. Maintenant, quand je repense à ces 7 jours sur la croisière, je ne les vois pas comme les jours les plus sombres de ma vie. Je les vois comme les jours qui m'ont sauvé, les jours qui m'ont appris qui j'étais vraiment. Je suis Robert Sullivan, un homme qui a survécu à la trahison la plus profonde imaginable. Je suis un homme qui a transformé son propre fils de chasseur à proie. Je suis un homme qui, à 64 ans, a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour renaître. Et si un autre homme de mon âge se sent sans défense, sous-estimé ou trahi par sa propre famille, je veux qu'il sache qu'il a en lui une force qui peut déplacer des montagnes. Il a juste besoin de décider de l'utiliser. Car quand un homme comme moi dit, si c'est comme ça que tu le veux, mon cher, alors sois. Mais tu vas le regretter au triple, il ne fait pas une menace en l'air. Il fait une promesse qu'il tiendra jusqu'au bout. Et Michael l'a regretté. Il l'a regretté quand il a été arrêté. Il l'a regretté quand il a été condamné, et il continuera de le regretter chaque jour des 18 prochaines années qu'il passera en prison, en se souvenant qu'il a complètement sous-estimé l'homme qui lui a donné la vie. Avez-vous aimé mon histoire et de quelle ville l'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Je vous remercie déjà beaucoup pour le soutien. J'attends vos commentaires sur l'histoire. Dans la vidéo, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande de tout cœur. Il y a beaucoup plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Jusqu'à la prochaine histoire de vie, avec affection et respect, de la part de Conseil de Père.